Merci. On est à l'école de musique de Barça. Merci François. Nous avons deux pouvoirs, Alain Maurice pour moi-même et Sébastien Pradalier pour Thomas Fillard. Par rapport au compte rendu que vous avez reçu de la précédente séance, y a-t-il des remarques? Oui. Oui. Et à un moment, dans une phrase concernant le point, la délibération 87, il dit d'autre part, nous avons mis en œuvre beaucoup de choses avec la communauté de communes. J'ai beau réécouter la bande, j'ai pas du tout trouvé ça. Ben déjà, il y a eu des rencontres avec les autres CDC, si je vois bien. Il y a eu des rencontres, il y a eu des discussions. Non, non, mais c'est dans la phrase où après on part sur la voirie, la petite enfance et ainsi de suite. Donc le nous. Ensuite, là, sur les... Pour ce qui concerne, j'avais parlé de la CLEC, j'avais parlé aussi qui va payer quoi, dans quel état sont les communes, ensuite, comment ça va se passer, j'avais demandé tout ça, et surtout comment ça va se passer au niveau des impôts. Et plus tard, j'ai réinsisté sur les impôts, et tout ça, ça n'apparaît pas. À aucun moment, il est question des impôts. De toute façon, je vous avais répondu que c'était au niveau des CDC que ça allait se régler. Oui, mais attendez. Avec moi, ça, moi, je suis pas encore parfait. Attendez. Non, là, c'est... Il y avait des impôts qui sont payés à la CDC, donc... Vous avez constaté, d'autres l'ont constaté aussi. Oui, très bien. Vous avez mis certainement aussi. Voilà. Et... Bon, pour l'instant, c'est tout. Sauf que j'avais dit que les outils étaient tombés de la camionnette, mais ça a été... Oui, il ne faut pas le dire. Donc, j'ai vu l'intéressé, je lui ai dit... Il ne faut pas le dire, mais peut-être pas des choses... Ah bon? Je ne comprends pas pourquoi. Non, je veux dire, c'est quelque part, ce sont des détails, voilà. On a signalé que le personnel... Je vais très bien. Le jour où il y aura un accident, vous verrez si c'est du détail. Oui, c'est bon aussi. Donc on passe au vote. Ah, pardon. Qui est contre? J'étais pas là. Qui s'abstient? Non, tu étais pas. Merci. Séance du 25/01/2016. Donc, décision prise par délégation du conseil municipal au maire. Date de la décision 07/12/2015. Encordement l'RDF, travaux multiples ruraux. Montant hors taxe 5 507,29. 16/12/2015. Comptage automatique des véhicules API photo pour 750 € hors taxe. 22/12/2015. Nettoyage poste de relevage de la steppe Nado. 1800 €. 06/01/2016. Entretien tracteur Newland ETS Chambord. 712,38 €. Le 22 janvier 2016. Réparation éclairage stade LBS pour 291,40 €. Le même jour, alarme sonore école remplacement du BAES LBS par LBS pour 278,24 €. Le 18 janvier, contrôle des équipements sportifs par la société Soles, 200 €. Il y a également le contrôle des chapiteaux par la même société, 250 €. La taille des cèdres et marronniers par Ella Quitaine pour 390 €. Et le 13 janvier, réparation luminaire pour justice par le SDEF, 509,08 €. Voilà pour les décisions prises. C'est où le comptage que vous le mettez? Alors, tu peux en parler? Vas-y. Bon, donc c'est sur la rue de l'égalité. D'accord. À 3 endroits. Entre le Lapin et la route départementale. D'accord.
Donc ce comptage permettrait de savoir le nombre de véhicules qui passent, la vitesse et le type de véhicule qui peut passer. D'accord. Donc, Ça se fera en février, en attente que les travaux de tour soient terminés, puisque cette route est surchargée aussi dans le type de déviation qui a été mis aussi. Donc on veut être sûr que ça soit quand même objectif ce comptage. Donc on s'assure que ça soit pas et en période de vacances scolaires et que les travaux de Boutox seront réalisés. Voilà. Et dans quel but? De répondre un petit peu aux attentes des riverains qui ont l'impression et qui se plaignent avec la photo à l'appui, de nombreux poids lourds qui passent dans cette rue, des véhicules qui passent très vite, vitesse excessive, que ce soit les camions, là, avec aucun respect, montent sur les trottoirs. Enfin, voilà. Donc il faut quand même objectiver tout ceci. Et donc la mesure de comptage et d'observation nous semble d'abord une première phase pour partir sur des bases partagées. Voilà. Et observer. bien. Délibération 001-20 de 2016. Donc, élaboration du plan local d'urbanisme, délibération prenant acte de la tenue du débat sur les orientations du plan d'aménagement et de développement durable. Monsieur le maire rappelle que par délibération numéro 43-2015 en date du 28 mai 2015, le conseil municipal a prescrit l'élaboration du PLU de Prégnac. Par arrêté préfectoral du 19 novembre 2015, l'élaboration de ce document d'urbanisme est devenue une compétence de la communauté de communes de Pau-d'Ensac. Cependant, le conseil municipal de Prégnac doit également débattre des orientations du PADD. Le chapitre 3 du titre 2 du Code de l'urbanisme fixe le contenu, la finalité, les procédures d'adoption ou de révision des plans locaux d'urbanisme. C'est ainsi notamment que l'article L 123-1 dispose que les PLU comportent un projet d'aménagement et de développement durable, le PAD. Ce document répond à plusieurs objectifs. Il fixe l'économie générale du PLU et exprime donc l'intérêt général. Il ne s'agit plus d'un document juridique opposable aux tiers depuis la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003. Deuxièmement, il est une pièce indispensable du dossier final dont la réalisation est préalable au projet de PLU ou à sa révision et qui doit justifier le plan de zonage et le règlement d'urbanisme par des enjeux de développement et des orientations d'aménagement. Les modalités de débat sont les suivantes, dont discussion se fera à main levée. L'article L 123-9 du Code de l'urbanisme stipule qu'un débat a lieu au sein de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable mentionné à l'article L 123-1-3 au plus tard 2 mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. En conséquence, il est proposé au conseil municipal de débattre de ces orientations générales ainsi que des objectifs de mise en révision, à la lumière notamment des explications et présentations suivantes. Donc, premièrement, proposer une politique en cohérence avec le statut de pôle relais à l'échelle du SCOT Sud-Gironde par une revitalisation du bourg à travers une action communale alliée à une politique intercommunale en matière d'habitat et en soutenant les objectifs du SCOT Sud-Gironde dans un esprit de transition et d'évolution à long terme. Deuxièmement, donner une nouvelle impulsion à Prégnac en s'appuyant sur ses potentialités, anticiper le besoin en logement et diversifier l'offre sur la commune, conforter certaines entités urbaines existantes, procéder à une simple gestion de l'urbanisation sur l'essentiel du territoire communal, permettre et susciter l'évolution des équipements, conforter la zone d'activité intercommunale, en centralisant les activités présentes. Et troisièmement, tirer parti de l'identité du Sauternais pour valoriser le cadre de vie, mettre en valeur les paysages à travers la préservation des éléments caractéristiques de la commune, protéger les éléments de la trame verte et bleue locale, protéger le petit patrimoine local et l'organisation spécifique de la trame urbaine, gérer les interfaces entre habitat et activités viticoles, améliorer les cheminements dans et vers le bourg pour conforter sa centralité. Donc, après cet exposé, monsieur le maire déclare le débat ouvert. Donc, vous avez tous reçu le PADD, pièce jointe. Donc, le débat est ouvert. Est-ce qu'il y a des questions?
voulez, moi je propose un document et je souhaite que ce document soit annexé au procès-verbal. Alors, je vais vous le lire. Avis sur le PADD de Prégnac. Certains membres de la commission municipale, commission de tourisme, environnement, viticulture, PLU, n'ont pas été invités à l'élaboration du PLU. Parmi les non-invités, Elisabeth Capdarès-Lacérette, Alain Morigue, Olivier Guyot de Sudiro, Jean-Pierre Manceau. D'autres ont été ajoutés, Madame Leblanc-Pujol, Monsieur Labadie, et cela sans explication. Est-il nécessaire de créer une commission municipale qui ne sert à rien pour l'élaboration du PLU? Doit-on trouver des explications ailleurs? Le plan donné en fin de document, plan local d'urbanisme, est illisible. Les patatoïdes ainsi que les couleurs ne permettent pas de se faire une idée claire des zones. Comment donner un avis circonstancié sur un schéma peu clair et peu précis? Bien sûr, on me dira que le PLU va avancer et qu'il y aura plus de précision. J'ai toujours pensé que c'est dès le début que sont fondés les grands axes. Dans la zone rouge, y a-t-il un respect du POS? Un premier principe énoncé par le SCOT, les chiffres donnés pour la reconquête de l'habitat ancien, le nombre de logements à créer et l'augmentation de la population sont donnés pour l'ensemble de la CDC. Cela veut dire que toute consommation excessive d'une commune devra être compensée par les autres communes. Certains ont bien compris le principe puisqu'ils commencent à modifier leurs documents d'urbanisme au détriment des autres communes. Un deuxième principe concerne la durée du PLU, 10 ans, et la durée du SCOT, 20 ans. Si on ne prend pas tout de suite la totalité des droits à construire, il y a fort à parier que lors de la prochaine révision du PLU dans 10 ans, nous n'aurons plus de droits à construire. Un troisième point concerne le PLUI. Avec le PLUI, nous perdrons tout contact sur les droits à construire de la commune. Le PLU était une contrainte pour nos concitoyens, le PLU le sera encore plus. Proposer une politique cohérente avec le statut de Paul Rollet à l'échelle du SCOT Sud-Gironde. Sur les logements vacants, la commune doit faire un effort pour reconvertir 7 logements vacants. C'est la commune qui, sur l'appellation Sauternes, a fait le plus gros effort avec Fargue de Langon. Il serait judicieux de prendre en compte la présence de la RD 1113 et la zone de PPRI. On nous parle de réaménagement de bourgs, c'est une utopie, voire un mensonge. Comment faire une route départementale aux normes avec un habitat en bordure de route? Je demande aux conseilleurs, et ils sont nombreux, d'acheter dans le bourg de Prégnac. Sur la population, pour justifier de ne pas ouvrir de nouvelles zones de construction, on nous dit qu'il y a une faible augmentation de la population. Il est vrai qu'avec un poste de plus de 30 ans, on ne peut pas avoir de nouvelles constructions. Prégnac est victime de la politique des institutions viticoles. Nombreux sont les enfants de Prégnacais qui ont quitté la commune pour construire ailleurs. Compte tenu de ce qui est dit plus haut, incohérence dans la durée du PLU et du SCOT, compensation sur le canton de Podensac, le PLUI, la commune de Prégnac, doit prendre la totalité de ce qu'autorise le SCOT, c'est-à-dire une augmentation de 398 habitants et de 175 logements sur les 10 prochaines années jusqu'en 2025. Ensuite, laissons la commune gérer les droits à la construction. C'est d'ailleurs ce qu'a écrit M. Châtelier dans le compte-rendu du 10 juin 2015 révisé. Pour moi, ce qu'écrit le bureau d'études pour justifier les chiffres inférieurs à ceux ci-dessus est mensonger. Ces chiffres s'avèrent donc en deçà des prévisions faites par le SCOT, mais correspondent à une nécessité pour la commune, à travers le PLU, de permettre la transition correcte du territoire et l'adaptation des réseaux et équipements,
comme un premier temps auquel suivra une évolution plus importante qui permettra par la suite le rattrapage des effectifs fixés à l'horizon 2035. La commune ne pourra jamais récupérer à l'horizon 2035. D'autres communes plus dynamiques auront sans doute pris les droits de construction. Une simple remarque sur le réseau de chauffage mutualisé, c'est une fausse bonne idée. La preuve, c'est que toutes les nouvelles résidences qui se sont constituées le sont avec des chauffages indépendants. Ce paragraphe pourrait être retiré. Sur les déplacements, la commune se trouve dans une situation délicate. Pas de gare suffisamment desservie, plus de bus du Conseil général sur la rive gauche. Beaucoup de Prégnaquais ont leurs autostoppeurs préférés, que ce soit entre Prégnac et Langon ou l'inverse. Peut-être serait-il important de mettre à la disposition des personnes âgées et des personnes sans véhicule des moyens de transport mutualisés. Donner une nouvelle impulsion à Prégnac en s'appuyant sur ses potentialités. Création d'une RPA. Cette démarche a déjà été étudiée. La réponse qui avait été faite il y a peu d'années est que l'on n'aurait pas de subvention, le Sud-Gironde étant largement pourvu en RPA. Cela vaut pour les maisons publiques comme les maisons privées qui cherchent elles aussi des subventions. Pour la zone du Lapin, une étude a déjà été faite en 2010 par le Conseil général. Densification de la zone de la Garenne ne semble pas judicieux pour plusieurs raisons. La voie de circulation est actuellement sous-dimensionnée pour permettre le passage de véhicules devant desservir le lotissement. La politique de l'ODG est de vouloir conserver les murs en pierre sèche comme nichoir à insectes, c'est du moins ce qu'avait indiqué M. Planty. En cas d'inondation, le quartier deviendra pratiquement inaccessible. Pas de passage de cars de ramassage scolaire à proximité, loin des équipements sportifs, stade de foot, tennis, mini-stade. Difficulté de passage pour le camion des ordures ménagères. Densification Perrette-le-R. On ne peut pas dire tout et son contraire. On a reproché d'avoir fait une crèche en milieu des vignes en exposant les enfants aux pesticides et dire maintenant qu'on va agrandir la crèche. Ou bien on dément les effets des pesticides dans l'actuelle crèche et alors on peut l'agrandir ou ne rien faire dans ce secteur. La proposition qui me paraît la plus pertinente, c'est la création d'une zone constructible sur la voie de Couleyre. En effet, cette zone présente plusieurs avantages. Voie de circulation adaptée, une des rares zones non inondables de Prégnac. L'ODG, dans la préparation du PLU précédent, avait reconnu la piètre qualité des sols, arrêt des bus de transport scolaire, équipement assainissement gaz électricité, équipement sportif à proximité pour les jeunes, tennis et mini-stades. Il serait déraisonnable de ne pas valoriser l'ensemble de ces équipements. De plus, l'ancienne décharge qui est à proximité de ces secteurs pourrait être valorisée en y implantant un parcours de santé. Une étude succincte a déjà été faite il y a quelques années. Cela valoriserait l'ensemble du secteur. Troisièmement, tirer parti de l'identité du Sauternais pour valoriser le cadre de vie, mettre en valeur les paysages. Je suis pour la mise en valeur des paysages en interdisant l'utilisation de bardage. Trame verte et bleue. Concernant le ciron, il faut éviter sa pollution par le rejet de matières toxiques, soit directement, soit par ruissellement. Il n'est rien dit sur les pollutions agricoles, épandage sauvage des effluents vinicoles, épandage des pesticides, brûlage de certains matériaux, y compris de bidons de pesticides. Je suis d'accord pour la valorisation des murets, des puits, etc. Concernant l'interface entre l'habitat et les activités viticoles, il semble nécessaire de bien savoir de quoi on parle pour les zones tampons. En fonction du matériel utilisé, la réponse à cette question peut être très différente. Autre définition d'un point aussi important, n'est
pas donné. Cela me paraît obligatoire de donner dès maintenant des références par rapport aux textes réglementaires ou ressentis des personnes au matériel utilisé. Conforter la centralité. Sur ce point apparaît une contradiction entre la limitation de la population et l'ouverture de commerce. Beaucoup de magasins ont ouvert et fermé rapidement. L'attraction de Langon est trop forte, cela ressemble beaucoup à un vœu pieux. En conclusion, si je voulais résumer ce projet de PADD, je nous dirais que nous avons un PADD qui ne favorise pas le dynamisme de la commune, qui malheureusement n'anticipe pas sur ce que va engendrer le SCOT et le PLUI. On crée une commune de vieux, symbolisée par la création de la résidence des personnes âgées. Il n'y a pas d'ambition pour notre commune. Nous allons stagner dans les 10 ans à venir. Ce sera irrattrapable. Je donne donc un avis défavorable à ce projet. Donc, pour vous répondre sur plusieurs points, la commission de pilotage qui a été créée, on a des réunions tous les 15 jours. Ça a été décidé ce soir, monsieur le maire, et les 5 adjoints, puisque nous étions là tous les mercredis. Et il y a eu des commissions VITI pour relater du travail qui avait été fait. Il n'y en a pas eu une avant la réunion de ce soir, puisqu'en fait le débat a lieu ce soir. Donc tout le monde tous les conseillers sont concernés. Et nous ne passerons pas au vote, ce n'est juste qu'un avis. Pour le PLU, l'échelle est à 10 ans. Et les autres communes qui sont en pôle relais ne viendront pas prendre les réserves de Prégnac. Ça se jouera sur la CDC. Il y aura une deuxième étape avec le PLU. Il y a quelqu'un qui a vu ça quand même dans votre groupe. Hein, qui a vu quoi? et qui a vu que justement il fallait faire attention à ce problème de compensation. Oui, bien sûr, mais nous y veillerons. C'est Madame Leblanc-Pujol. Nous y veillerons. Les élus qui seront référents à la CDC dans la commission urbanisme y veilleront. Donc ce PLU est à 10 ans, c'est une première étape. Oui, mais quand si tous les droits à construire, c'est ce que j'ai dit, si tous les droits à construire... Mais pourquoi vous dites ça? Les droits à construire ne seront pas. Pourquoi? Parce que vous verrez, il y a des communes plus dynamiques que Prégnac. Écoutez, si on avait fait un PLU avec des zones 2 AU, il aurait quand même fallu repartir sur une révision, ça revient au même. C'est pas en termes de zone que vous allez protéger. Pas du tout. Pas du tout. Ça ne revient pas au même. Si on fait un PLU avec des zones 2 AU et que ces zones 2 AU, on les bloque dans le règlement, ça veut dire qu'elles ne pourront être ouvertes que soit parce que toutes les constructions seront terminées sur les zones que vous avez actuellement déterminées, et auquel cas on peut ouvrir, soit alors qu'on est arrivé à échéance de 10 ans, et auquel cas on peut ouvrir. Ah, mais ça suscite une révision. Oui, et alors? Oui, et on repart. Mais s'il n'y a rien à réviser, ça sera vite fait. Hein. Donc il y aura un PLU derrière, monsieur Manceau. Oui, justement, c'est bien ça qui me fait encore un peu plus peur. N'ayez pas peur, il faut travailler. Oui. Non, mais soyez gentils, comme ça vous allez voir ce qui va arriver à la commune. Vous savez, moi je me méfie beaucoup quand il y a un os à ronger, l'ensemble des maires, ça sera au plus malin. Hein. Ah, oui, peut-être. Pour la zone, pour la RPA, il y a une forte demande sur la commune pour les gens. Bien sûr. Oui. Oui, mais on est d'accord nous là-dessus. ne sommes pas une commune de vieux, nous sommes une commune vieillissante, ça c'est vrai. Et donc le besoin s'en fait sentir. Oui, donc, ça d'accord. sera Mais je vous dis une que RPA privée. quand on avait contacté les gens qui en principe subventionnent, en principe le conseil général en particulier, ils nous avaient très bien dit qu'il y avait une telle répartition de maisons pour les personnes âgées sur le sud Gironde qu'il ne fallait pas y compter, qu'il y avait d'autres zones à desservir avant. Nous verrons bien. De toute façon, ça sera une RPA privée, c'est eux qui géreront le dossier. Oui, mais c'est pareil, ils vont demander, figurez-vous qu'on avait regardé aussi ça, hein. On a fait venir du privé pour effectivement voir. D'abord au niveau des surfaces, il faut des surfaces relativement importantes. Au minimum, il faut 60 ou 70 lits pour que ça devienne quelque chose de rentable.
Et Alors, il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, on a rencontré plusieurs organismes qui travaillent aussi, dont des organismes HLM, qui ont aussi développé des branches de l'habitat pour aînés. Et il y a maintenant même des petits logements de vie, comme ils appellent, où c'est 6-7 logements. oui, mais Voilà. très bien. Et ça s'est très fait pas très loin dans le sud Gironde, donc on a d'autres contacts. Il n'y a pas qu'une forme de RPA, il y a plein de formes aujourd'hui d'habitat pour les aînés, et il y a Non, des attendez, petites moi pour unités de l'instant, vie. si je parle de RPA, c'est parce que dans le document il est question de RPA. Oui, ben, C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est un... C'est un type terme RPA. générique, Voilà, c'est un c'est terme générique, c'est type RPA. Alors après, est-ce qu'on le ferait ou pas Voilà, c'est une unité de vie et de toute façon on a quand même noté que c'était pour un nombre réduit de places, puisqu'on veut aussi le mixer avec un autre type d'habitat. Alors, un dernier point sur lequel je tiens à revenir, c'est pour la crèche. On compte pas, la CDC ne compte pas agrandir la crèche, il n'y aura pas la place. Mais c'est juste un ne laissez emplacement. pas écrire ce qu'il y a d'écrit. Non, ça va se retranscrire avec un emplacement réservé devant la crèche pour implanter une haie. Ça sera fait par la CDC. Ne laissez pas écrire alors ce qu'il y a dans ce document. C'est écrit dans le document que vous nous avez proposé. Donc moi je lis le document et je dis voilà ce que je lis dans ce document. Enfin, si je peux vous retrouver le passage si vous voulez, mais vous regarderez par vous-même. Mais... Ce sont les grandes lignes. Derrière, il y aura une réglementation qui sera écrite. Oui, mais c'est bien ça qui m'inquiète. Vous faites partie de la commission enfance, on n'en a jamais parlé, c'est l'agrandissement de la crèche. Je n'ai jamais entendu. Non, mais attendez, mais monsieur Babsal, c'est pas une critique sur ce que fait la CDC ou pas. Moi je vous dis, il a été écrit sur le document, alors, je suis d'accord. ou bien alors je ne sais pas lire, eh bien alors Non, ne le laissez pas écrire. Je n'ai pas dit. Ne justifiez pas un agrandissement du zonage là-bas du côté de Perrette et ainsi de suite. Ne le justifiez pas par un agrandissement de la crèche. Justifiez-le par toute autre chose, mais pas par l'agrandissement de la crèche. Parce que C'est c'est... juste une question d'interprétation du vocabulaire. L'extension, c'est juste la bande sais comment ça se réservée. C'est un emplacement C'est réservé. un emplacement Non, pour on anticipe, protéger la crèche, c'est pas pour agrandir les bâtiments. Extension des équipements. D'autres points avec la crèche? Pas des locaux. Non. Non. Bien. Moi, je vois, ce comblement permettra à la fois d'en achever les contours urbains, également de penser l'extension de certains des équipements, et en particulier, entre parenthèses, crèche intercommunale. La Donc, bande je de vous dis terrain. à quoi ça qui est- mais un équipement, oui, mais attendez, vous me le dites, moi, c'est pas écrit là. Ça C'est n'a des pas arbres été qui écrit, vont être... Ça vient après, monsieur Mansou. Vous savez comment ça se passe. C'est Oui, le je dernier. sais que si on laisse passer au début, après, c'est comme au SCOT où les gens laissaient passer au début parce qu'on leur a fermé les yeux, et puis après, il y en a qui, quand ils se sont réveillés au moment du PADD ou maintenant du DOE, du D2O, ça commence à être un peu vif, pour le moins. Et c'est pour ça que dans le BASAD, au niveau du SCOT, il y a eu quand même un certain nombre de problèmes, et une réunion qui a été sanglante. Parce que justement, on a caché jusqu'au bout ce qu'était ce document. Bon. Donc, le débat a eu lieu. Oui. Débat avec une personne, ça fait beaucoup. Comment? Débat avec une personne, ça fait beaucoup. Écoutez, merci d'avoir débattu. On passe à la délibération 002-2016. C'est un avis, ça, c'est juste un avis. donc. C'était un avis. C'est un avis. Oui, oui, mais on est d'accord là-dessus. On est d'accord. Non, mais bon, on regardera en détail. Donc, Daniel, la délibération active aux modalités d'organisation des astreintes pour le service technique. Vu la loi numéro 84-56-84 modifiée portant disposition statutaire relative à la fonction publique territoriale, puis le décret numéro 2005-542 du 19 juillet 2005 relatif aux modalités de la rémunération et de la compensation des astreintes et des permanences de la fonction publique territoriale, et puis l'avis favorable du comité technique paritaire en date du 7 décembre 2015. Les agents des collectivités territoriales bénéficient d'une indemnité non soumise à retenue pour pension lorsqu'ils sont appelés exclusivement par le maire ou ses adjoints à participer à une période d'astreinte, lorsque
des obligations liées au travail imposent à un agent de se trouver sur son lieu de travail habituel ou en un lieu désigné par l'autorité territoriale pour nécessité de service sans qu'il y ait travail effectif. Il indique qu'une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle l'agent, sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif, ainsi que le cas échéant le déplacement aller et retour sur le lieu de travail. L'article 1 propose donc la mise en place, à compter du 1er février 2016, de période d'astreinte de samedi. Le samedi de 7h à 22h et le dimanche et jour férié de 7h à 22h dans les cas suivants. Dépannage de la station d'épuration des postes de relevage en cas de dysfonctionnement et tout événement climatique exceptionnel non prévisible et manifestations particulières. Article 2 sont concernés les emplois suivants: l'adjoint technique territorial du service technique, l'agent de maîtrise du service technique, ainsi que le technicien territorial du service technique. Article 3, le maire responsable de la gestion du personnel communal et celle compétent dans le choix des agents en charge des astreintes parmi les emplois sociaux décidés par l'Assemblée délibérante. Article 4, les moyens mis à disposition sur la suivante: le téléphone portable et le locaux de service technique de la station d'épuration, un véhicule de service du vendredi soir au lundi matin. Article 5, ces périodes pourront être effectuées par des agents titulaires ou non titulaires. Le montant des indemnités prévues pour les périodes du samedi de 7h à 22h et le dimanche de 7h à 22h est fixé par arrêté. En cas d'intervention, les agents sont rémunérés sur la base des heures supplémentaires effectuées. Disons le cadre des astreintes là. Dans le cadre de l'astreinte qui est de 7h, dans le cadre de l'astreinte qui est de 7h à 22h, ne vont être rétribuées que les interventions. Ouais. Est-ce qu'on est vraiment dans le cadre des astreintes là? Parce que l'astreinte couvre une période de telle heure à telle heure qui est payée, dans laquelle l'agent peut intervenir une fois, deux fois ou 0 fois. Alors il y a une indemnité d'astreinte. Ouais. Pour cette amplitude-là, qu'on soit dérangé ou pas dérangé, on doit être à Elle est de disposition. combien? Elle est exactement de 83,95 €. L'indemnité d'astreinte pour cette période-là est de 83. Voilà, elle est pour cette ouverture-là. Après sont facturés le déplacement au taux horaire s'il y a besoin d'un déplacement. D'accord. D'accord. Pour faire un petit peu un rappel historique, pour que tout chacun comprenne bien pourquoi cette démarche. D'une part, quand on a trouvé une situation qui nous a un peu interpellés, dans la mesure où les employés des services techniques assuraient à la fois, en plus de leur semaine de travail, le samedi matin, la décharge, plus la step le samedi matin et la step le dimanche matin, 1 heure chaque fois. Autrement dit, 5 heures de travail, rémunérées à l'époque 11 heures en heures supplémentaires pour l'indemnité du week-end. Et pas dans un cadre réglementaire parce qu'ils n'avaient pas les repos. Ça nous a interpellés dans la mesure où effectivement les heures supplémentaires doivent rester dans un caractère quand même exceptionnel. Là, c'était vraiment des heures supplémentaires programmées, identifiées comme telles, correspondant à une charge de travail fixe sur du matériel qui appartient à la commune, et donc sans aucune compensation de repos, parce qu'avec le peu d'équipes, on ne pouvait même pas donner tout le temps un repos lundi matin. Autrement dit, les employés techniques n'avaient pas leurs 2 jours de repos consécutifs réglementaires sur leur semaine de travail. À partir de là, on a essayé de voir comment on pouvait retomber dans un cadre réglementaire pour assurer la semaine classique de travail, mais aussi assurer une surveillance pour la station d'épuration qui, vous la connaissez, a quand même des petites faiblesses de temps en temps, et donc il faut quand même intervenir parfois et le samedi et le dimanche. Donc voilà, donc c'est un petit peu cette réflexion qui nous a amené à travailler avec les services techniques sur un autre mode de fonctionnement, clarifiant d'abord sur le plan réglementaire leur cadre de travail, et donc clarifiant par la mise en place des astreintes leur intervention le samedi ou le dimanche si c'est nécessaire. Voilà. Est-ce que si au niveau historique c'est à peu près clair ce que je dis? Le taux horaire, c'est quoi? Le taux horaire est c'est 12,88 pour l'intervention le samedi et 21,46 pour le dimanche. Voilà. Si vous voulez un ordre de prix avec le système ancien, payer 11 heures supplémentaires pour le samedi et le dimanche, c'était en moyenne 160 € d'indemnité
astreintes-là, qui s'appelaient déjà astreintes, mais ce n'était pas des astreintes, c'était on payait 11 heures de sud. Voilà. Là, on redescendrait à 118,29 €. Alors c'est vrai que c'est un manque à gagner quand même un petit peu. Un manque à gagner qu'on aura touché du doigt à partir du mois d'octobre, puisque déjà, M. Barbe partant, on a un peu diminué le paiement des heures supplémentaires dans la mesure où la déchetterie n'était ouverte comme 15 sur 2, donc ils étaient payés quand ils intervenaient le samedi et dimanche, 5 heures au lieu de 11 heures, puisqu'il n'y avait plus la... Voilà. Et on a inclus, puisque M. Yuan ne peut pas assurer l'astreinte dans son cadre de contrat d'accompagnement d'avenir, d'accompagnement à l'emploi, pardon, M. Duzan, donc ça tournait à peu près tous les 3 week-ends, voilà, puisque ça retourne sur à peu près les mêmes. Voilà ce que l'on vous propose. Et pourquoi pas 24 heures sur 24, parce qu'il y a des moments où vous avez des choses à faire à minuit ou 1 heure du matin. Tout simplement parce que ça s'expose à les prix. Si on fait ce genre d'astreinte, la semaine complète 24 heures sur 24, on arrive à des taux moyens annuels qui dépassent les 11 000 €. Et je sais bien. Donc c'est quelque chose de considérable. Bien, on va mettre à l'essai ce système-là. On va voir d'abord si ça répond à un besoin ou pas, à une demande ou pas. Là aussi, on va essayer d'objectiver. Notre souci, c'était de remettre un cadre réglementaire par rapport à l'emploi des services techniques et d'autre part d'essayer d'avoir quelque chose aussi de réglementaire pour des interventions ponctuelles sur des infrastructures qui appartiennent à la mairie et qui peuvent donc tomber en panne. Voilà, c'était un petit peu notre souci. Et en dehors donc on de a ces pris à heures... minima. On a pris à minima, on n'a même pas compté les heures de nuit parce que si on globalise avec des heures de nuit, c'est considérable le prix. Donc on a pris une astreinte à minima, à l'essai pour voir ce que ça va donner concrètement, véritablement. Hein. C'est ce qu'on a un petit peu négocié aussi avec les services techniques. On a dit bon, on met ça en route pour l'année 2016 et on fait un point à l'année 2016, c'est-à-dire en quantifiant le nombre de sorties, l'efficacité des choses comme ça. Il faut savoir vraiment à quoi ça correspond, si avant de l'élargir. Oui, voilà. Donc on part là-dessus, on est parti sur la strate à minima. Voilà. Mais il nous semblait que ça clarifiait quand même les choses d'un point de vue réglementaire. Au-delà des interventions de jour, enfin, je ne vois pas le grand intérêt des interventions de nuit. Quoi. Voilà. Ben si, il y en a. Ça peut arriver effectivement. Il peut y en avoir, mais faut-il encore que ce soit du cadre d'intervention de la commune. Parce que lorsqu'il y a des accidents, il y a des personnes qui interviennent, les services de l'équipement nettoient les routes et tout un tas de trucs. Après, il faut savoir. Quoi, payer du personnel parce qu'ils vont intervenir une fois tous les 4 ans. Après, la nuit, c'est les élus. On s'est retrouvé l'an dernier à 3. Il y a eu l'accident en face de l'ancienne pharmacie, là, dont la fermeture, on a balayé. Oui, mais tu es sur le département des services de l'État. Ce jour-là, l'ADDE, normalement, ils n'étaient pas là, malheureusement. Il faut aussi que les services de l'État, sur leur domaine de compétences, remplissent leurs devoirs. Ils sont venus une fois, l'an dernier, on avait besoin d'eux. Ils sont venus une fois, parce qu'à Mal, il y avait un arbre par terre. Et c'est d'ailleurs la seule fois où on a eu besoin, je crois, des cantonniers pour couper l'arbre. Oui, mais bon, c'est quand même l'ADDE qui a coupé. Mais l'ADDE est venu après. Il y a eu quand même l'épisode des chevaux de Jean-Paul Fourcault aussi. Ah ouais. Oh, il y a des chiens. Là, c'était en plein milieu de la nuit à 1h ou 2h du Je matin. crois que ça n'empêche pas que les interventions, c'est un caractère tout à fait exceptionnel. Il y aura effectivement une réponse tout à fait exceptionnelle. Je crois que ça reste dans le cadre. Bien sûr. Voilà. Bon. Donc. Moi, je rajouterai quelque chose au point 4. Oui. Je rajouterai l'utilisation des équipements de sécurité est obligatoire. Alors, c'est à mon couvert, on ne l'a pas dit clairement. Si on leur a attribué d'ailleurs un véhicule de service, c'est bien pour cela. C'est que d'une part, on est sûr qu'ils se rendent sur le lieu de travail avec un véhicule de la mairie et non pas avec leur véhicule personnel. Oui, ça on est et d'accord. ce véhicule de la mairie, équipé avec à l'intérieur, effectivement, Non, parce que s'ils vont couper un arbre qui n'est pas les tenues de sécurité... L'idée, elle était là, effectivement. C'est pour ça qu'on a rajouté aussi le fait que, parce qu'on a constaté aussi que certaines fois, ça avait leur véhicule personnel qui vont sur une de relevage. Oui, il y a même eu des histoires. Voilà, on prend un service, on prend un véhicule de l'établissement. Avec des fausses déclarations d'assurance et ainsi de suite. Donc je crois qu'il faut être précis.
Moi, je le rajouterai quand même parce que ça ne mange pas de pain, au moins. Tout à fait. Oui, tout à fait. Ça les rappelle à leur responsabilité. C'est ça. Oui. Voilà. Après, il faut. Oui, mais bon. C'est eux qui Je sont passe derrière. responsables. Non, non, si c'est marqué, en fait, ça, on reprécisera puisque ça a été travaillé avec eux depuis le mois d'octobre. Ouais, voilà. Donc, Ils oublient. c'est ça. Voilà. Ok. Autre chose? 83, 95, c'est pour le week-end. C'est pour les deux jours. Ouais. Les deux Oui. journées. Le sanitaire, voilà, c'est pour les 2 jours. Donc, Et après, les taux horaires varient en fonction des indices des agents, mais ça, c'est normal, voilà. D'accord. on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Troisième délibération, Thomas. Réhabilitation des tribunes du stade, délibération financière. Monsieur le maire indique qu'après un diagnostic réalisé par la PAV, il s'avère que les travaux de réhabilitation des tribunes sont nécessaires pour assurer la pérennité du bâtiment et la mise en sécurité des vestiaires. Monsieur le maire rappelle que cette structure est utilisée par le club de football Barsac-Prégnac. Monsieur le maire indique que des devis ont été réalisés par l'entreprise Chavot, située à La Réole, et MC Perchalec, située à Blanquefort, pour un montant prévu de 34 335,52 hors taxe. Compte tenu de l'incertitude actuelle pour l'obtention de certaines aides octroyées par les financeurs, le plan de financement prévisionnel actuel des travaux s'établit de la façon suivante. Travaux donc 34 335,52 hors taxe, maîtrise d'œuvre 5 000 € hors taxe, imprévu et divers 5 000 € hors taxe, une TVA à 8 867,10 € pour un total de 53 202,62 TTC. Donc, aide financière, dotation d'équipement des territoires de 2016, donc la DETR à hauteur de 35% à 15 517,43 €. Une subvention de la Fédération française de football à hauteur de 45% à 19 959,98 €. Et un autofinancement hors taxe de 8 858,11 €. Voilà, donc c'est juste une délibération pour demander des aides, donc la DETR et pour la Fédération française, que les deux nous demandaient une délibération du conseil municipal. Voilà, ça rentre dans la DETR, ça rentre dans les subventions que donne la Fédération pour l'Euro 2016. Voilà, donc maintenant on verra si on est en a. Voilà. Justement, puisque là, il est écrit le club de football Barsac. Je dévie un petit peu. Est-ce que vous avez eu l'idée de contacter Barsac et de voir avec Barsac, puisque c'est une fusion, de voir s'il y avait une répartition équitable des frais engagés au niveau de ce club? Alors l'idée justement, comme il y a un nouveau maire à Barsac, c'est le rendez-vous est pris, on les voit samedi matin. Après, pour en avoir parlé avec des élus de Barsac, les charges financières sont à peu près les mêmes au niveau du terrain, de tout ce qui est entretien, électricité, l'eau, etc. Et maintenant le foot avant a utilisé beaucoup l'an dernier le terrain de Prégnac, parce que Barsac n'était pas aux normes. Et cette année ils font moitié-moitié. Au niveau d'utilisation, la première et la B jouent moitié à Prégnac, moitié à Barsac. Parce qu'à une époque, tout était à Prégnac et ça a été très difficile, parce qu'on avait tenté la démarche. Finalement, on était presque reparti en faisant un chèque à Barsac. Alors, c'est pour ça que je reposais la question. Il faut moitié-moitié maintenant. S'il faut moitié-moitié, super. Après, l'idée c'est de garder les tribunes. On a les tribunes, donc Barsac a plus de tribunes. C'était les mêmes. Voilà, et donc maintenant c'est d'avoir des tribunes, en tout cas sur une des deux communes. Oui, et puis les tribunes dessous, il y a des équipements. Il y a des équipements, mais elles sont pas. Il y a des travaux à faire, ça fait longtemps qu'il n'y en a pas eu. Mais après, c'est pas. Il n'y a pas péril non plus, sauf qu'il faut faire des travaux, il ne faut pas trop non plus trop traîner. Il y a quelque chose que je ne vois pas, là, où la phrase est mal libellée. Monsieur le maire indique que des devis ont été réalisés par les entreprises Chavot et Perchalec, situé à Blanquefort, pour un montant de... Mais on ne sait pas qui a été retenu. Pour le moment, personne n'est retenu.
Chavot a une partie, Perchel a une partie. D'accord. C'est la somme des deux, c'est à 34 000. D'accord. Pour une totalité, non, pour un montant total. Pour un montant total. Voilà, il faudrait mettre pour un montant total de. Et les travaux, ça consiste en quoi alors? C'est le mur? C'est le mur derrière qui est fissuré qu'il faut démolir complètement, refaire la fondation. C'est tout ce qui est bardage bois sur le côté, la côté pluie, là où il y a le petit bar là, qu'il faut refaire. C'est l'accessibilité avec les deux escaliers. Alors, il y a un escalier qui n'est plus parce qu'il était complètement cassé. Donc c'est refaire les deux escaliers et mise aux normes de la même courante. Qui est plus aux normes parce que maintenant c'est des tubes ronds qu'il faut. C'est pas la réfection totale? C'est pas la réfection totale, c'est une réhabilitation. Dans le prix, on pourrait penser qu'on avait une neuve, mais Non, je me doute. Il paraît qu'il y a un petit souci sur le terrain d'entraînement aussi. Il y a un petit souci, ouais. Le voisinage n'a pas entendu sur leur précédent, mais il y a eu des quads, motos qui s'installaient sur le terrain d'entraînement. Qui est mauvais état. Mon pauvre Thomas, si on devait t'appeler à chaque fois qu'il y a des... Tous les soirs à 10h, 10h30, ils vont fumer un joint, peut-être plus, échange au 4. Donc voilà, donc là, Quelquefois, ils vont sur les terrains de foot. Mais on peut le pas... CAT est venu aujourd'hui, parce que tous les ans ils reviennent, parce que le contrat est assigné tous les ans par rapport à la montée du terrain. Et on a vu avec eux pour remettre en état ce terrain. Donc voilà, il va falloir sûrement passer une verse ou le rouleau. Apparemment, il est bien. Ah, il y a des belles ornières. C'est de nuit, ça, non? De quoi? De nuit, on fait ça ou... Je sais pas. Si je le savais. Il faut bien qu'il joue. Ouais, c'est souvent que là aussi, le terrain de boule, il est là-haut, avec les motos. Quand j'y tombe dessus, ça va, mais bon. Bien, on passe au vote, donc, pour cette réhabilitation. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Quatrième délibération. Allez, Daniel, à toi, nous. Autorisation de signature de contrat de la déterminée pour vacances d'emploi en application des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 modifié, recrutement d'un technicien territorial. Donc comme ça a été annoncé, je pense qu'on est dans les jeux. Voilà. Nous avons donc Simon Duzan quitte pour d'autres horizons professionnels, on espère pour lui, qui seront lui apporter, voilà, une position professionnelle encore grandie. Monsieur le maire explique à ses collègues du conseil municipal que vu le départ de notre responsable service technique, il convient d'annoncer un nouveau recrutement. Vu la loi du 2 mars 82 relative aux droits et libertés des communes et des grands établissements publics, vu la loi du 26 janvier 84 portant statut de la fonction publique territoriale, vu les articles de loi du 26 janvier 84, vu la délibération 2013 portant vacances de l'emploi de technicien territorial aux tableaux effectifs en date du 29 août 2013 de la déclaration de vacances d'emploi faite auprès du centre de gestion, il est nécessaire de recruter un agent non titulaire afin de pouvoir au poste précédemment créé. Voilà, ça, on n'est pas... Voilà, donc après en avoir délibéré, si le conseil municipal autorise monsieur le maire à signer le contrat de loi déterminé pour vacances d'emploi en application de l'article 3.2 de la loi du 26 janvier 84 précité, rappelle que la rémunération sera rattachée à l'échelle initiale des techniciens territoriaux. Dans la formulation, moi, ce qui me gêne, c'est qu'il y a une contradiction entre recrutement d'un technicien territorial, donc à la limite on s'adresse au CDG, et puis plus tard, il est dit que c'est un agent non titulaire. Alors, je comprends ce que vous avez voulu faire. C'est-à-dire que vous voulez recruter quelqu'un sur un contrat type technicien territorial, c'est ça? J'ai bien compris? Oui. Eh oui, mais c'est pas ce qui est écrit, puisque vous mettez recrutement d'un technicien territorial, et après ici, il est nécessaire de recruter un agent non titulaire afin de pourvoir au poste précédemment créé. Donc je pense que ce que vous avez voulu dire, c'est recrutement d'un technicien sur un contrat, recrutement d'un technicien sur un contrat type technicien territorial. C'est un CDD que vous embauchez. Oui, mais un technicien, ça implique pas qu'il y ait forcément que ce
soit Vous forcément. mettez un titulaire. territorial, donc ça laisse supposer que c'est quelqu'un qui pourrait venir par mutation d'une commune dans une autre. Pas forcément, c'est juste un grade de la fonction publique. Après, c'est pas. Enfin, Oui, pas mais forcément que ce soit un. si c'est un agent non titulaire, vous pouvez le payer comme vous voulez. Bah, on peut le payer comme on veut, on peut le payer selon le grade de technicien. Pas comme on veut. Oui, mais vous auriez pu mettre n'importe quoi d'autre. C'est pour ça que Oui, mais moi je trouve qu'il y a un petit problème. Mais moi je m'en fiche. c'est sur la phrase vu la délibération portant vacances d'emploi de techniciens territoriaux qu'il faut poser. Oui, et plus bas, il est nécessaire de recruter un agent non titulaire. Oui, mais ça peu importe. Enfin, quand on ouvre la délibération, on est obligé de mettre un grade en face. Donc un grade de la fonction publique territoriale. D'accord, c'est pour ça que je mets recrutement d'un technicien sur la base d'un contrat un type de contrat technicien territorial. Mais enfin, vous faites ce que vous voulez, bon, ça m'est égal. On fait pas ce qu'on veut. Enfin, ça me choque. Enfin, moi, ça me choque pas. Non, vous voulez embaucher quelqu'un sur un contrat type de la fonction publique territoriale. C'est ça que vous voulez faire. Pourquoi vous voulez dire contrat type de la fonction publique territoriale? Oui, parce que c'est pas un technicien de la territoriale, sinon ça suppose que vous lancez un appel d'offres auprès du CDG 33 et que vous pouvez récupérer un titulaire de la fonction publique territoriale. Bah, pas forcément. Je pense qu'on se comprend pas bien, mais moi, ça me choque pas. C'est comme ça, de toute façon, que ça doit être fait, mais la vacance de l'emploi, c'est comme ça qu'il faut l'inscrire, parce que forcément, en face d'un contrat, il faut mettre un grade, donc un grade de la fonction publique territoriale. Maintenant, à chaque fois qu'on demande ce type de contrat, il faut faire une vacance d'emploi au CDG, c'est pour ça qu'on l'intitule comme ça. Maintenant, après, dire qu'il est nécessaire de recruter un agent non titulaire de la fonction publique territoriale, Moi, ça me choque. c'est précis. D'ailleurs, on aurait pu recruter un agent de la territoriale, ce qui coûte en général meilleur marché que de recruter un CDD. Vous avez recruté un seul. Ah oui, d'accord. Si on reprend le même profil, l'idée c'est de reprendre un peu le même profil que M. Butin. Parce qu'après, avec la station, des choses comme ça, on risque de suite tomber sur des mutations de techniciens supérieurs. Voilà, on en a reçu déjà des candidatures et qui ne vont pas venir pour 1400 € ou 1300 €. Honnêtement, la fonction publique territoriale, ça me donnerait qu'ils soient à ce niveau-là, quand ils ont 45 ans, 3 enfants. Ça peut être une promotion pour certains. Ouais, Donc ça peut dire que si c'est une promotion, il reprend son indice inférieur, majoré 2, et ça peut lui faire subitement passer 2 ou 3 échelons. Donc, l'équivalent de 2 ou 3 échelons. Et puis on joue la prudence avec un CDD, voilà, parce que une mutation, après, c'est un titulaire, voilà. Non, mais ça, là-dessus, je suis d'accord. Mais ça coûte quand même plus cher, puisqu'il y a tout le chômage à payer qu'on ne paie pas normalement. Oui, puis j'ai eu l'occasion de le dire, je pense que c'est partagé un peu par tous. C'est vrai qu'on est dans une incertitude aussi avec l'évolution des CDC, les mutualisations ou pas, enfin on ne sait pas trop où on va. La station qui, en 2020, va être attachée aux compétences des CDC, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà. Qu'est-ce qui restera à la commune? Il faut rester un petit peu L'état prudent. civil. Il faut rester un peu prudent. Donc, voilà, le titulaire de plus, ça fait trouve le motivation. Voilà, mais Pour l'instant, il y a des candidatures. Il y a des candidatures. on a commencé, mais là, on a lancé, on va recevoir. Voilà. Très disparate, non. Qui s'abstient? Merci. Alors, délibération numéro 5, délégation de services publics, gestion de la fourrière de véhicules terrestres. Vu le projet de cahier des charges par lequel M. le maire expose que conseiller la gestion d'une fourrière de véhicules terrestres permettra de sanctionner les actes d'incivilité, d'endiguer les phénomènes de voitures ventouses et d'améliorer la circulation sur la voie publique. Il appartient dès lors à l'Assemblée locale de se prononcer sur le principe des délégations de services publics pour l'exploitation d'une fourrière de véhicules terrestres. Premièrement, principe de la délégation. La gestion d'une fourrière de véhicules terrestres sera confiée à un délégataire dont la rémunération sera assurée par les résultats d'exploitation.
L'exploitation se fera au risque et profit du délégataire, mais il devra produire des éléments permettant à la commune de s'assurer de la qualité du service rendu et d'apprécier les conditions d'exécution du service public. Deuxièmement, les caractéristiques des prestations que devra assurer le délégataire. Le concessionnaire sera chargé, petit 1, d'enlever immédiatement de la voie publique de la commune de Prignac les véhicules qui lui seront désignés, de le transporter dans les lieux de garage ou de parkage dépendants de la société, d'assurer le gardiennage des véhicules enlevés jusqu'à la destination prévue de l'article ci-après, d'assumer au lieu et place de la commune de Prignac l'encaissement des redevances relatives à l'enlèvement des véhicules et au droit de gardiennage sur la base du tarif donné à l'article 24 du cahier des charges. Troisièmement, la procédure simplifiée de délégation de services publics. Cette procédure est définie par les articles L. 1425-1 du Code général des collectivités territoriales. Elle impose des modalités de mise en concurrence à l'issue de la remise des offres. Monsieur le maire invite une ou plusieurs entreprises admises à remettre une offre à négocier. À l'issue des négociations, monsieur le maire soumet à votre approbation le choix du lauréat et le contrat du DSP finalisé, délégation de service public. Vu la loi numéro 2002-267 du 27 février 2002, article 5, vu les articles L. 1411-1 et suivants du Code général des collectivités territoriales. Le conseil municipal décide, premièrement, le principe de délégation de services publics pour la gestion d'une fourrière de véhicules terrestres est approuvé. Monsieur le maire est autorisé à engager la procédure de mise en concurrence et de dévolution du contrat de délégation de services publics. Voilà, depuis que Malvaux ne le fait plus, voilà, on est un peu dans l'embarras pour trouver des solutions à des véhicules qui sont là depuis un certain temps et dont les propriétaires ne sont plus propriétaires, il n'y a plus de suivi par rapport à ces véhicules, à certains véhicules. La Renault blanche, là. Par exemple, il y en a une à la Garenne, immatriculée 16. Cette dame avait la bétonnière, mais soi-disant qu'elle a vendu la bétonnière qui était à son, vous l'avez peut-être aperçu. Donc, elle aurait vendu sa voiture à un garage et on ne trouve pas le propriétaire du garage. Donc, il faudrait qu'on puisse l'enlever, elle prend de la place là-bas à la Garenne. Puis, il y en a, je crois, une autre derrière l'église. Bon, il y en aurait pas mal à nettoyer. Bon, est-ce que vous voyez l'inconvénient à ce qu'on mette en concurrence? Parce que c'est pas évident de trouver quelqu'un qui réponde à... C'est entre 4 et 5 à l'enlèvement peut-être, ou 10, 5 à l'enlèvement de l'année, statistiquement. Il y a quoi? C'est faible. Il n'y a que Millard ou Théo. Oui. Non, il y a. C'est drôle, ça. Alors bon, Des deuxièmes. Oui. pas deuxième. L'entre de mer. Ouais. Ils sont 2 ou 3 dans la couleur, c'est pas. Oui. Qui est contre cette possibilité? Qui s'abstient? Merci. Délibération 005. Alors, désignation des élus référents pour l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. Monsieur le maire rappelle qu'en vertu de l'arrêté préfectoral du 19 novembre 2015, la communauté de communes de Paul-Insac est compétente pour l'élaboration des documents d'urbanisme. À ce titre, il lui appartient d'établir le plan local d'urbanisme intercommunal. Conformément à l'article L. 123-6 du Code de l'urbanisme et par délibération 2015-107 du 16 décembre 2015, la CDC de Paul-Insac a adopté une charte de gouvernance organisant les modalités de collaboration des communes à l'élaboration du PLUI. Cette charte dispose que les conseils municipaux de chaque commune membre doivent désigner en leur sein 2 élus référents titulaires et un élu suppléant qui pourront participer à l'élaboration du PLUI et auront un devoir de restitution auprès du conseil municipal et du groupe de travail. Donc voilà. Donc 2 élus référents et un élu titulaire, non, 2 titulaires et un suppléant, pardon. Donc moi je propose qui est serait élu référent titulaire
Peut-être Jean-Michel? Un autre? Moi, je veux bien, oui. Titulaire? Oui. Donc, on passe au vote. Est-ce que pour les deux référents titulaires, Jean-Michel Lecomte et Bernard Danel, vous êtes d'accord? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Et donc maintenant, il me faut un élu suppléant. Thomas, peut-être? Oui. Scott, d'accord. Un autre? Ou une autre? Non, un seul. Il me faut que... Non, une ou un. Un candidat. On a le droit de candidater. Voilà. Donc, pour Thomas suppléant, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Plus de questions de délibération. Questions diverses? J'aurais une remarque à vous faire. J'ai vu l'autre jour, je suis passé le petit square aménagé à côté de l'école. J'ai vu une petite gamine qui descendait le toboggan à la tête de la première. Il y a des trous. Il faudrait envoyer les services techniques pour remblayer ces trous en bas des jeux. Au pied des jeux? Au pied des jeux, ouais, parce qu'elle est descendue. Elle s'est pliée. On le refait plus tard, mais On l'avait refait au mois Après, il a beaucoup Ouais, plu. C'est bon. ça ravit. Ou il faudrait peut-être y mettre du gazon synthétique ou des trucs comme ça sur la terre ou des trucs Ça, comme ça oui. pour éviter que ça. Il creuse, il y a des grammes qui s'y mettent. Il y en avait un grand qui était monté, il y en avait un qui était Alors, l'autre le poussait, il creusait avec notre pied. Et même les parents, D'autres questions? Oui. J'ai vu que M. Pereira était en train d'aménager un appartement. Donc je voudrais savoir si la réglementation a changé depuis 2 ans. Ou bien si c'est un fait du prince. Par ma connaissance, mais bon, je n'ai pas vu M. Pereira, je ne suis pas passé devant. Thomas. Je suis pas au courant. Oh. Non, je suis pas au courant. Bon. Allez le voir et vous lui demandez. Mais bon, j'ai pas besoin d'aller le voir et lui demander, puisque je vois ce qui se passe quand même. Je sais qu'il voulait faire une douche pour les employés, mais après, je suis au courant qu'il veut faire des appartements. Et il sait très bien qu'il n'a pas le droit, puisque tu lui as dit la dernière. Et le procès qu'il y avait là. Pas de nouvelles pour l'instant. Ah bon. Alors, l'autre jour, monsieur le maire, j'ai beaucoup apprécié, lorsque vous avez, c'est pas narquois, hein, lorsque vous avez dit que vous allez être intransigeant avec la pollution des viticulteurs. La question que je me pose, c'est J'avais dit que j'étais élu. intransigeant. Intransigeant. La question que je pose, c'est comment vous allez faire respecter la réglementation. Si, comme on l'a dit, si on constate, ou si c'est constaté qu'il y a des déviances par rapport à cette fameuse loi du mois de juin 2014, nous interviendrons et nous saisirons les gens compétents pour sanctionner ce viticulteur. Ah mais attendez, de quoi parle-t-on là? Parce que vous parlez de l'arrêté du préfet de juin 2014 oui. Sur l'épandage à proximité des... C'est ce que vous vouliez me dire. Non, parce que c'est parce que... C'est plus général que ça, moi. Ce que vous avez dit pendant votre discours du 1er janvier, là, enfin des vœux. Donc voilà. Qu'est-ce que vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous leur reprochez indirectement? À qui? Aux viticulteurs, pour que je puisse intervenir. Quoi? Pour l'épandage. Je sais pas. Des écoulements derrière certaines maisons, des choses comme ça. Enfin bon, il y en a plein. Donc finalement, non, c'est... Mais si au fur et à mesure je découvre les choses, j'interviendrai. D'accord, très bien. Dire, monsieur le maire, je pense le jour des vœux, c'est que si un viticulteur venait à traiter avec des vents de plus de 20 km/h, si un riverain le constatait et était gêné, qu'il appelait monsieur le maire et monsieur le maire ferait le nécessaire vis-à-vis de ce viticulteur. Et l'ODG aussi, puisqu'on a eu un conseil d'administration où l'ODG ne soutiendra pas, et au contraire, fera la même démarche que monsieur le maire. D'accord. Alors moi, la dernière question, vous étiez comme moi à la réunion pesticides. Oui.
Vous avez dit que si c'est moi qui avais lancé des grandes manœuvres, c'est ce qui s'est dit dans Prégnac, des grandes manœuvres à propos des pesticides, que c'est tout simplement parce que je vous en voulais d'avoir été battu. En fait, vous avez pu découvrir à la... Oui. C'était écrit dans un article. Vous avez pu découvrir que finalement, celle qui mène la danse, c'est Madame Bibeyran. D'accord? Et que je ne suis en rien responsable de ce qui s'est passé sur la commune de Prégnac. Je dirais même mieux, c'est que si Madame Bibeyran n'avait pas trouvé l'article, figurez-vous, moi je n'aurais pas été le chercher, parce que j'ai autre chose à penser, autre chose à faire que ça. Donc bon, ce qui m'a gêné aussi, c'est que quand même, il y a Madame Mayol qui a indiqué que des ordres avaient été donnés pour qu'on n'en parle pas, pour que les enfants, à la sortie de l'école, n'en parlent pas à la presse. C'est totalement faux. Ah ben écoutez, c'est ce qu'elle a dit. Moi, je m'aurais... C'est ce que Madame Mayol dit. Elle dit tout et son contraire. Non, mais d'accord, mais attendez, moi, Madame Mayol, elle a dit ça dans une réunion, il y avait 200 personnes quand même. Hein. Mais on peut empêcher les gens. Lors de cette réunion, elle dit beaucoup de bêtises. Donc c'est pour ça que moi je vous répercute ça, pour savoir ce qu'il en est. Et l'autre problème, c'est qu'elle vous avait posé une question qui, à mon avis, était la plus importante, le reste, on s'en fiche. Mais bon, qu'est-ce qui sera fait avant les premiers traitements qui vont commencer mars-avril? Qu'est-ce qui sera fait avant ces premiers traitements? Est-ce que M. Gonnet-Médeville ne traite plus ou qu'est-ce qui se passe? Alors, M. Gonnet-Médeville, on est en négociation. D'ores et déjà, il s'est équipé d'appareils de confinement. Donc, déjà, il respectait la réglementation. Et oui, y compris pour les bidons de pesticides qui faisaient brûler chez lui. Mais ça, c'est un aparté. Non, mais qui faisait? Vous n'allez pas revenir 20 ans en arrière à chaque fois. Non, mais c'est, vous savez, moi, quand quelqu'un m'a trompé une fois, en général, j'ai bonne mémoire. Oui. Les gens évoluent, la profession évolue. Ah, que la profession évolue, ça, j'ai jamais nié. On fait de gros efforts et pour revenir sur cette réunion, l'intervention des deux médecins du Limousin était fort intéressante, le débat a été bien mené. Tout à fait. La deuxième partie avec Madame Bibeyran, sa collègue, c'était totalement déplacé et sont ingérables. Vous avez tout à fait raison. Et la preuve, c'est qu'aujourd'hui, elle a fait sur mon compte Facebook tous et sur le compte Habitants de Prégnac, elle a fait passer des documents, on les a supprimés. Donc voilà. Il ne faut pas s'étonner, les médecins, ils parlent de ce qu'ils connaissent, de ce qu'ils savent. Ils savent, les médecins. C'était très juste. Ils savent, non mais ils savent. C'est réfléchi, il n'y a pas d'antipathie, il n'y a rien. Vous savez, il y en a qui savent et qui vous disent qu'il ne faut pas faire vacciner les gosses. Hein. Donc... Le côté positif, c'est qu'ils étaient quand même très pédagogiques. Oui, tout à fait. Sans aucune animosité, tout à fait. Sans aucune haine, ce qu'on n'a pas pu ressentir dans l'intervention des deux personnes après, qui étaient quand même dans un sentiment de revanche, de rancune, avec des propos qui sont des fois limites et très incorrects vis-à-vis des personnes. Tout à fait. Et surtout quand elle a extrêmement déplacé. Quand elle a pris à partie M. Babsal. Vraiment, c'est totalement déplacé. Et voilà. Non, mais moi, je vais vous dire le fond de ma pensée. C'est que ces filles-là, elles s'attrapent à toutes les branches, tout simplement, pas pour défendre quoi que ce soit, mais pour défendre leurs intérêts. Un jour, elles sont venues chez moi, elles ont passé 1 heure chez moi, on a discuté, elles voulaient me faire dire un certain nombre de choses, je n'ai strictement rien dit. Et après m'avoir quitté, j'ai su qu'elles étaient allées à l'école pour distribuer des tracts. Voilà. Alors qu'elles étaient chez moi 10 minutes avant, elles auraient pu me dire, bon, voilà. C'est assez extraordinaire. Donc c'est deux furies. On est d'accord avec les médecins du Limousin, on ne s'est pas concerté, on a demandé aussi une étude sur l'ensemble du territoire français, on attend la réponse de ce qu'on a dit à la réunion. Oui, mais moi ce que je voudrais savoir, c'est sûr, puisque les médecins ont indiqué qu'il y avait... il y avait des statistiques commune par commune. Moi, je serais curieux de savoir ce qui se passe sur Prégnac. Parce que tous les jours, on apprend des nouveaux cas de cancer. Tous les jours. Ils ont bien rappelé, ils ont mis l'accent sur ça, il faut sortir du cadre de Prégnac. Il ne se passe rien de plus à Prégnac qu'ailleurs. D'accord, mais peut-être pourrait-on avoir une image de Prégnac. Ça serait déjà beaucoup mieux. Alors,
l'autre question que j'avais à poser, là, parce qu'à un moment vous avez écrit, je ne sais pas dans quoi et où, qu'avec M. Gonnet, vous vouliez faire un échange. Non, au départ. Ah oui, parce qu'il voulait que la commune achète le terrain de Colomb et après... Voilà, Voilà. Moi j'avais déjà dit non 2 fois. Alors... Et pour être très clair, parce que ça c'est quand même important, nous n'avons aucun élu qui, ici à cette table, n'a dit aux parents d'élèves de ne pas parler. Nous ne l'avons jamais fait. On va pas le jurer en tout cas. Non mais certain, attendez, j'entends bien ce que tu dis Thomas. Voilà, j'entends bien ce que tu dis. C'est plus Mais les parents d'ailleurs qui disaient... est-ce que les institutrices n'ont rien dit? Ça tu ne peux pas parler pour elles. Ça, Il y a voilà. le problème aussi que nos enfants sont quand même pris dans cette histoire un peu, ils ne comprennent pas ce qui se passe, pourquoi il y a la télé. On leur explique avec le mot, mais ça commence à suffire. La télé, je vous répète que c'est pas moi qui ai lancé ça. Je vous le répète. Tous ces médias, ça commence à être trop pénible. Oui, et c'est pas fini, puisqu'il y a encore une émission de Cache Investigation de février, qu'après il va y avoir une émission sur TV5 en mars, et qu'il y en aura une autre aussi en mars sur une chaîne étrangère. Non mais que les parents parlent, c'est une chose. Mais moi, ce que je trouve indécent, c'est qu'on aille interpeller des gamins, des enfants à la sortie d'une école. Qu'est-ce que ça vient faire? C'est d'un niveau. Moi, ça me révolte des trucs comme ça. Voilà, c'est des problèmes de santé publique, c'est important. Surtout quand c'est le gosse d'une infirmière. Il vient parler, mais en faire après, aller interpeller des gamins de primaire. Bon, mais en fait, j'espère que tout le monde aura enregistré que je n'y suis pour rien. On pourra répercuter l'information. Mais par contre, on voit beaucoup sur les médias, sur les journaux, et à la télé. Comme vous, mais comme vous. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Attendez, je moi, tiens. je suis un grand communicant, donc déjà, Je tiens un agenda, et donc je sais exactement qui fait quoi et quand. Donc, je peux vous dire que c'est absolument égalité. Vous n'avez pas vu M. Dreyfus pour Cache Investigation? On a rencontré à la dernière réunion une personne de l'ARS qui nous a dit que logiquement, comme convenu lors du premier rapport, on doit avoir un retour sur les investigations sur l'année 2015. Voilà. Puisqu'ils avaient poursuivi, d'après le rapport, c'était aussi 2014-2015. Ils devaient nous donner les résultats. Donc, cette personne nous a interpellé en disant j'en ai entendu parler et je sais que ça va venir. Donc, on ne manquera pas de nous tenir au courant si jamais on a quelque chose qui arrive. Non, mais le Toubib de Limoges, là, il avait rendez-vous au ministère pour parler de cette affaire. Mais bon. C'est quand même bien épuisant. D'autres points? D'autres questions? Bien. Pardon. L'assainissement du Doc, c'est... Ça devrait se terminer. L'assainissement est raccordé. Les OEG. Maintenant, on reste à terminer le pluvial. Il remonte là. Oui, et bien ils vont chercher le pluvial devant le long de la route, Ouais. avec un tuyau qui descend, qui viendra se jeter. Bon, en espérant que ça puisse fonctionner, ils sont sûrs d'eux par rapport au volume d'eau qui peut passer. Maintenant, il faut voir. Pourquoi pas créer des inondations? Non, mais le pluvial, là, ils sont en train de récupérer le pluvial là, de la côte. Mais oui, parce que... Il y a eu des problèmes. Voilà, il y a des problèmes dans la maison, enfin l'ancien chai de bar. Avec les fenêtres qui sont très Alors, très basses. La grille est effectivement... La grille était pas assez grande. n'est pas assez large, comme ça ravine depuis le haut de la côte. Et là, c'est pareil. Ça fait plusieurs fois qu'on a demandé au centre routier s'il pouvait faire quelque chose. On me répond, c'est entre vos panneaux, vous vous débrouillez. Comme l'hydrocurage des deux tuyaux qui passent sous la route, ben, il faut qu'on le fasse. Alors bon, forcément, quand il y a des coups d'eau, depuis tout le haut de la côte, ça ravine et ça vient obstruer un peu les exutoires. Il y a même l'eau de l'autre côté qui arrive. Depuis la mini-tempête, le Haut-Brignac a perdu son identité, il n'y a plus le panneau bouton. Oui, il est au service. Il est au On l'a service récupéré, il était dans la ville.
c'est vrai qu'à Moutok, ça souffre pas. Puisque vous avez pu remarquer que le panneau justement des travaux de Moutok c'est est général. à 90 degrés. Et tous les propriétaires, les châteaux aussi. Les châteaux à Rançon, c'était par terre. Bon, voilà. Non, mais là, le panneau Moutok, on le remet. À l'entrée de la rue Chemin, il n'y avait plus d'électricité. Éclairage public. Ouais. Vendredi. D'ailleurs, Samedi soir. Ils revendiquaient, ouais, on n'a plus le panneau Moutok commune de Breil. Avant, il n'y avait que Moutok, ça avait très bien. Vous m'appelez, pourquoi vous avez allumé le panneau Commune de Breil. Ça nous faisait plaisir. Parce que ça s'appelle Moutok. C'est bon? C'est bon? On peut y aller?